Bienvenue à Question d'Info. Alors, un changement de nom suffira-t-il à faire oublier les anciennes querelles internes de l'UMP? Et puis, comment faire vivre le débat au sein de l'UMP sans rallumer la guerre des ambitieux? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente déléguée de l'UMP, députée de l'Essonne et présidente du groupe UMP au Conseil de Paris. Et à mes côtés pour vous interroger, Madame Kosciusko-Morizet, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Alors vous revenez d'Irak, hein, vous êtes allé voir les chrétiens qui sont persécutés là-bas. Vous avez voulu mettre la lumière sur cette actualité. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Je retiens d'abord une situation humanitaire grave. Il y a des dizaines de milliers de déplacés, de réfugiés qui ont fui Daesh, qui sont dans des camps à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, autour d'Erbil. Il y a les grands camps, ceux dans lesquels vont les grandes ONG, qu'un cas, les choses s'organisent. Et puis il y a toutes ces installations informelles, non référencées, ici ou là, dans les montagnes. Et je m'y suis rendue avec une ONG que je connaissais, une amie qui s'était mobilisée là-bas sur le terrain. J'y ai vu une situation humanitaire très dure. Et c'est d'abord ça que je veux dire et sur lequel je veux appeler l'attention. Il y a des gens qui sont déplacés depuis maintenant le mois d'août dernier. Par exemple, au mois d'août dernier, Daesh a pris la montagne de Sinjar où il y avait les Yézidis, vous savez, cette population dont on a parlé très, très singulière. Eux sont déplacés depuis le mois d'août, ils sont dans le plus grand dénuement. À l'origine, c'est une population très pauvre. Et dans les camps non officiels, ils ne reçoivent quasiment pas d'aide. Et quand je parle de dénuement, je parle y compris de conditions sanitaires très sévères. J'ai vu un camp où il y avait 24 familles qui avaient un robinet qui coulait 1 heure par jour, c'est-à-dire à peine assez pour avoir de l'eau potable. Et c'est bientôt l'été. Donc bientôt, il va faire très chaud. Bientôt, il y a les maladies qui vont arriver. Et puis, comme j'y allais dans un cadre l'assistance médicale, en fait, vous savez, vous soignez les gens, vous créez un contact, après on peut parler, en fait. J'ai parlé notamment avec les femmes. Et au-delà de la situation humanitaire très grave, ce que j'ai rencontré, c'est à la fois une très très grande dignité et une immense détresse, parce que ces personnes ont vu et ont subi des choses qui sont effroyables. C'est pas juste comment dire, c'est pas juste qu'il y a eu des actes de guerre et des populations civiles qui ont été les victimes collatérales. Non, les populations civiles sont les cibles d'une barbarie qui vient de loin, qui va au-delà de l'imaginable. On pratique là-bas, Daesh pratique là-bas la terreur pour frapper les esprits, probablement aussi pour que ça se sache, pour que ça se dise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une hésitation à le raconter. Mais les femmes notamment racontaient des choses effroyables. J'ai vu des femmes qui parlaient des filles qui avaient été vendues, qui avaient été réduites en esclavage, d'actes de barbarie commis sur les enfants devant les mères, à dessein, si vous voulez, pour frapper les esprits. Et donc, je veux d'abord témoigner de ça. Je veux aussi. J'en suis revenue aussi avec la conviction que ce front-là était le nôtre. On est concerné. On est concerné de toutes les manières dont on regarde le problème. Il y a tous les chrétiens d'Orient qui ont été déplacés. Il y a ceux qui diront que la France est concernée de par la place qu'elle tient dans l'histoire de la chrétienté. Il y a les droits de l'homme. Et la France est naturellement concernée de par la place qu'elle tient dans les droits de l'homme. Il y a la géopolitique de la région. Il y a cette diversité qui vient de très loin dans la région et qui est aujourd'hui menacée, mais volontairement. Mais il y a le souvenir du génocide arménien aussi. Il y a tout ça. Donc la France est concernée. Ce front, c'est aussi notre front. Mais c'est important qu'on se le dise. Parce que vous voyez, quand vous voyez les populations, quand vous voyez par exemple ces femmes yézidis dont je parlais, elles peuvent paraître très lointaines. Mais cette guerre nous concerne. Elle nous concerne, attendez, elle nous concerne parce qu'elle vient jusque chez nous. Elle nous concerne parce qu'elle vient jusque chez nous. Elle nous concerne parce qu'il y a des Français qui sont là-bas. C'est-à-dire quand vous parlez avec des traducteurs qui était à Mossoul le jour où Daesh est arrivé, qui parle donc bien français, il vous dit qu'il a entendu des accents toulousains. Donc on est concerné de toutes les manières. Je crois qu'on a la responsabilité d'abord de s'impliquer plus dans la défense des chrétiens d'Orient. On ne peut pas juste être Alors une question, vous dites qu'il faut s'impliquer plus dans la défense des chrétiens d'Orient. On est en France, on est en Europe. Est-ce que le gouvernement français, est-ce que François Hollande sont à la hauteur? Est-ce que l'Europe est à la hauteur? Est-ce que les États-Unis, l'Occident sont à la hauteur? Je trouve qu'on est trop dans la déploration et pas assez dans l'action. Enfin, trop dans la déploration, c'est bien de déplorer. L'action militaire.
pas seulement, par exemple, sur les chrétiens d'Orient, moi je suis frappée qu'à aucun moment il y ait eu une mobilisation internationale avec une grande conférence internationale pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait pour les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, ça nous concerne, c'est un peu l'histoire de l'humanité et c'est aujourd'hui... C'est la jonction entre l'Orient et l'Occident. D'une brûlante actualité. Non mais vous comprenez, on voit se multiplier les images des exactions. On déplore tous les attaques sur le patrimoine de l'humanité en termes archéologiques. On en parle, on déplore. Mais il n'y a pas eu ce grand moment de mobilisation internationale où tout le monde se met autour de la table et on dit qu'est-ce qui se passe. Alors, deuxième chose. l'UMP, ça, cette grande rencontre internationale. Je vous parle de choses personnelles. Là. Je reviens, j'ai passé 4 jours en Irak, je ne vous fais pas une demande officielle de l'UMP. Deuxième chose, il faut, à un moment, quand il y a un conflit de ce genre-là, il faut savoir où on est et de quel côté où on est. Aujourd'hui, au Kurdistan irakien, ceux qui se battent contre Daesh, ce sont les Peshmerga, ce sont les Kurdes. Alors, on peut avoir le point de vue qu'on veut, les réserves qu'on veut. Qui ont été reçues en France et à l'Élysée. Je comprends tout ça, mais je crois qu'il faut être plus lourdement et plus clairement derrière les Kurdes dans ce combat. Parce que c'est eux qui sont sur ce front-là. Livraison d'armes, troupes françaises sur le terrain au sol, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il n'y a pas de demande de troupes françaises sur le terrain au sol. En fait, là-bas, les gens nous demandent de les aider, d'être aux côtés d'eux, mais ils ne demandent pas explicitement, ils ne demandent pas d'envoyer des troupes, c'est pas ça. Ils demandent à avoir de l'aide, ils demandent à avoir de l'accompagnement. C'est comme au passage des populations déplacées. On parle beaucoup ici, et pour te dire, parfois les gens ont des inquiétudes, se dire oui, mais ils vont demander à venir. C'est vrai qu'il y a des demandes de visa, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont de la famille en France, qui d'ailleurs sont reçus, il y a des choses bien qui se font de ce côté-là. Mais moi, la plupart des gens que j'ai vus, des chrétiens notamment, qui étaient dans les camps déplacés des chrétiens d'Orient, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir revenir chez eux. C'est pouvoir rentrer, donc c'est qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Vous parlez aider plus lourdement les Kurdes, mais justement, est-ce qu'il y a aussi le jeu de la Turquie là-dedans, qui est, on le sait très bien, qui lutte contre les Kurdes? Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la Turquie de ce point de vue-là? Mais il y a des jeux incroyablement compliqués. Et d'ailleurs, ces problèmes qu'on vit aujourd'hui, ils viennent pas juste d'hier. Ça fait des années que les chrétiens d'Orient, ils sont sous la pression. On le sait, ça vient... Quand je dis des années, ça fait des décennies, ça vient de très loin. 1915, bien sûr, le génocide arménien. Bien sûr, tout ça vient de très loin. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, dans le Kurdistan irakien, des Arméniens qui ont été déplacés. C'est l'histoire de la région aussi. Tout ça vient de très loin. Mais simplement, ce qui me semble, c'est que là, dans ce moment-là, on ne peut pas juste être dans la déploration, il faut aider plus lourdement sur le plan humanitaire, et on doit, me semble-t-il, aider plus lourdement sur le plan militaire. Alors, une dernière question sur ce sujet, sur ce thème. À l'actualité, aujourd'hui, il y a eu un drame terrible, c'était pratiquement plus de 400 migrants qui ont été retrouvés au large de l'Italie, ils venaient de Libye. L'Europe a l'air complètement... ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, une précision qui n'ont pas été retrouvés, le bateau a coulé, on sait qu'il y a 400 à 500 réfugiés qui ont coulé avec leur bateau. Alors, j'ai pas vu, enfin, vous m'apprenez ce cas-là, mais bon, on sait bien qu'il y a toutes les semaines des bateaux de réfugiés qui partent. Là, la situation libyenne, parce que je comprends que c'est une question sur la situation libyenne, la situation libyenne, c'est à la fois quelque chose d'effroyable. Et en même temps, quand on dit aujourd'hui « Ah, mais finalement... » Parce qu'il y en a qui vont jusque-là, c'est la preuve qu'on n'aurait pas dû intervenir en Libye. Moi, je ne suis pas d'accord. Et vous entendez les critiques contre Nicolas Sarkozy? Mais j'entends les critiques. Mais moi, je me souviens aussi, Frédéric Aziza, et je suis sûr que vous vous en souvenez, de ce moment où vous aviez la ville de Benghazi qui était menacée et où Kadhafi à l'époque, parlait de la raser. On était dans une situation dans laquelle on voyait, et puis on avait l'impression que ça allait venir vraiment, quoi. On voyait qu'il y avait une ville entière de civils qui étaient menacés d'être rasés. Alors qu'on dise et qu'on se pose la question de savoir si le suivi politique a été fait efficacement, c'est une question qui est très légitime. Alors très légitime. Je veux dire, évidemment, il y a des choses qui ont été ratées après l'intervention. Mais évidemment. Il fallait intervenir. Mais vous vous rendez compte, si on n'était pas intervenu, si on n'avait rien fait, et si la ville avait été rasée, de ce qu'on ne serait pas fondé à dire, c'est de la non-assistance à personne en danger. Alors tout ça, c'est lié aussi à l'actualité. Il y a un autre thème qui domine l'actualité, c'est la loi sur le renseignement, l'actualité parlementaire. Marie Malouine. Justement pour lutter contre le terrorisme qui vient jusqu'en France, est-ce que cette loi, qui est assez discutée, vous paraît justifiée dans la mesure où elle ouvre des possibilités de surveillance beaucoup plus accrues? Moi, cette loi m'inspire deux choses. D'abord, j'ai eu l'occasion de le dire, je le répète,
on ne fait pas la guerre avec les moyens de la paix. Et moi, je tire les conséquences de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, ce front là-bas, il nous concerne. Cette guerre, elle nous concerne. On a un pied dedans, si vous voulez. On est concerné. Les attentats de Charlie Hebdo, ce qui se passe, cette pression partout, on est concerné. On ne fait pas la guerre avec les moyens de la paix. Et donc, c'est assez normal, dans cette période, que le curseur entre les libertés publiques, leur exigence absolue de protection et en même temps les moyens qu'on se donne pour aller chercher les informations nécessaires à défendre notre société, qui est celle des libertés. Donc, c'est l'endroit où on met le curseur, c'est assez normal qu'il se déplace un petit peu dans cette période-là. Attendez, non, mais j'insiste là-dessus parce que je trouve que la question aurait pu se poser différemment en d'autres temps. Je trouve normal que la question se pose comme ça. J'ajoute une deuxième chose. C'est une loi qui est amenée à durer. Oui, mais beaucoup des problèmes, et j'en viens à mon deuxième point, en fait, on nous parle aujourd'hui beaucoup de légaliser et d'encadrer. On peut trouver que c'est insuffisant comme encadrement. Hein. Ça, je trouve qu'en effet, il y a des débats à avoir. Mais légaliser et encadrer des pratiques qui se font. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. De quoi ? Vous voyez bien, il y a beaucoup de choses qui sont pratiquées aujourd'hui par les services de renseignement qui ne sont pas encadrées. On parle de la question des écoutes, des balises, vous trouvez toute la liste dans la presse, qui ne sont pas encadrées. Donc la loi, elle est demandée depuis des années, cette loi. Hein. C'est un sujet ancien, la question de la loi sur l'enseignement. C'est du bon boulot, là. C'est avant les attentats de Charlie Hebdo. Elle est demandée depuis des années, d'accord. Mais comment se fait-il que... Il s'agit d'encadrer des pratiques qui aujourd'hui se développent. Mais dans votre propre camp, il y a des gens qui disent que c'est une loi liberticide. Police politique, dit Bruno Le Maire. Police politique, Bruno Le Maire. Parce qu'il y a un vrai débat qui est très légitime sur la question dont on encadre. Moi, ce que je trouverais très hypocrite... Non, mais c'était pas la question. Attendez, non, mais on essaie de... Laissez-moi oui, mais répondre. Quand vous entendez Bruno Le Maire parler de police politique, qu'est-ce que vous dites ? Frédéric Aziza, laissez-moi répondre. Je trouverais très hypocrite qu'on aille expliquer que la situation actuelle et le statu quo sont la meilleure chose. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des pratiques des services de renseignement qui, en fait, sont très peu encadrées, mais qui se font néanmoins. Donc il y a une espèce d'immense hypocrisie à dire qu'on ne va rien changer de l'équilibre qu'il y a là aujourd'hui, et on garde et on continue, en fait, finalement, à avoir des services de renseignement qui sont dans une espèce de zone grise. On tolère que ce soit une zone grise, donc il se fait des choses qui, comme elles ne sont pas prévues par la loi, ne sont pas encadrées. Ce qui n'est quand même pas le meilleur moyen de les contrôler. Et voilà, et on laisse aller comme ça. Et je dis que, de toute façon, cette situation, à un moment, il fallait y mettre fin. Ça fait des années qu'on parle d'avoir une loi cadre sur le renseignement. Ça date pas des attentats de Charlie Hebdo. Ça fait des années qu'on en parle. Donc il se trouve que c'est la gauche qui fait le boulot à votre place, en fait. Vous savez, beaucoup des propositions qui sont dans cette loi sont des choses qui ont été demandées par la droite, par amendement, proposition de loi, et à l'époque rejetées par la gauche. Oui, mais enfin... Il y avait une majorité quand même de droite. Oui, mais c'est une question qui a émergé, franchement, quand vous regardez les débats parlementaires, qui a émergé à peu près au tournant du changement de majorité. Et à l'époque, il y a eu des propositions qui ont été faites par la droite, qui souvent ont été rejetées par la gauche et sont maintenant reprises. Vous dites que le contexte n'est pas le même. Ils sont maintenant reprises dans cette loi. Par ailleurs, le contexte a évolué. Ce que je vous dis, c'est que je pense qu'il aurait de toute façon fallu une loi d'encadrement. Le contexte a évolué, et donc certains peuvent avoir la crainte, moi je l'entends, que du fait du contexte, le curseur se déplace un peu trop loin. Durablement. Un peu trop loin et durablement. Vous trouvez qu'il se déplace trop loin ou pas ? Parlons-en. Je trouve qu'il y a sur le contrôle a posteriori de ce qui est fait, des mesures qui sont prises, il y a probablement des choses qui peuvent être améliorées. Je trouve que dans l'encadrement, il y a probablement des choses qui peuvent être mieux... des garanties, si vous voulez, des garanties meilleures qui peuvent être données. Mais... J'insiste, je pense qu'une loi et une loi d'encadrement est nécessaire, et je pense qu'il serait très hypocrite que de dire qu'on préfère le statu quo à une... Donc vous la voterez ? Moi, je serais attentive aux garanties, à la façon dont ça évolue en ce moment. Alors, contexte du terrorisme qui évolue, contexte économique aussi qui semble en tout cas évoluer, en croire le FMI. Françoise Fressoz. Hier, il y a eu les prévisions du FMI, donc on a un contexte mondial qui est bien meilleur que l'année dernière. Et puis, en France, une croissance prévue de 1,2% cette année, supérieure aux chiffres du gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en plein retournement de conjoncture aujourd'hui ? Vous voulez que la France bénéficie quelque peu du retournement de conjoncture mondiale, avec la baisse du prix du pétrole, avec la baisse du cours de l'euro, avec on le sait, hein, il y a du vent
favorable qui souffle en ce moment dans l'économie. Que la France puisse en bénéficier quelque peu, c'est une très bonne nouvelle. Réjouissons-nous. Mais qu'on aille nous expliquer, alors que dans l'espace européen, on est parmi ceux qui en bénéficient quand même le moins, et pas pour n'importe quelle raison, parce qu'on n'a pas fait les réformes de structure, parce qu'il y a un défaut de confiance, parce qu'il y a tout l'historique de ces 2 dernières années avec la hausse des impôts, la valse hésitation sur les entreprises. Finalement, est-ce qu'on leur serre la vis ou est-ce qu'au contraire, on leur tient des discours amoureux ? Le plan d'investissement, il va dans le bon sens ou pas ? Le plan d'investissement de la semaine dernière. Moi, j'avais plutôt soutenu l'idée d'un plan d'investissement. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un vent favorable dans l'économie mondiale et la France ne sait pas donner les moyens de saisir toutes ces opportunités. Vous avez vu ce qu'elle dit. Donc elle en bénéficie un peu, mais on va pas, comment vous dire, on va pas se féliciter d'être parmi les derniers de la classe. Et d'être encore dans la classe. Non, mais en gros, quand ça va pas, c'est à cause de la gauche, mais quand ça va bien, ça n'a rien à voir avec la gauche. Alors Frédéric Dumoulin, vous pouvez pas dire ça. Il y a une réalité en ce moment qui est que le contexte international économique est plutôt favorable. Que la France en saisisse un petit peu de sa chance là-dedans, moi je trouve ça formidable. Et vous avez vu ce que dit le gouvernement ? Et si ça pouvait être encore plus, ce serait encore plus. Mais si vous voulez, quand vous regardez, quand vous comparez avec ce qui se passe dans les autres économies, quand vous comparez avec ce qui se passe ailleurs en Europe, on est juste un peu dans les derniers de la classe. Donc on ne va pas non plus trouver que c'est formidable. Et pourquoi on est parmi les derniers de la classe ? Parce qu'on n'a pas fait les réformes de structure qui permettent de saisir toutes les opportunités. Justement, après le Conseil des ministres de ce mercredi, qu'est-ce que dit le gouvernement ? Il espère un impact de 4 points du PIB et 800 000 à 900 000 emplois à l'horizon 2020 grâce à son programme national de réforme. C'est du vent ça aussi ou pas ? Vous savez, les programmes, des plans, ça fait 2 ans maintenant qu'ils nous en servent et qu'ils nous en annoncent. Et d'abord, souvent, c'est beaucoup d'annonces et très peu derrière. C'est-à-dire quand vous regardez les économies, par exemple, qui devaient être faites dans le budget, vous regardez de près ce qui se fait, on vous annonce 10 fois une chose, et puis on en fait le quart de ce qui avait été annoncé 10 fois. Et puis bon, les résultats ne sont pas là. Alors, les ventes de Rafale, c'est un résultat ? Oui, les ventes de Rafale, c'est bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Vous saluez ? Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Si on peut en vendre d'autres, vendons-en d'autres. Je trouve que c'est bien. C'est l'économie, c'est l'emploi. La fusion Alcatel-Lucent-Nokia, pour vous, vous dites attention, vous êtes satisfaite ? Je veux dire, si ça pouvait mettre fin à cette période de 10 ans de restructuration, d'incertitude stratégique qui a été extrêmement destructrice pour Alcatel, à tout point de vue, je veux dire, destructrice de valeur, mais destructrice aussi dans l'entreprise. Je trouve que c'est une entreprise que je connais bien. Donc Alcatel, hein ? Oui, Alcatel. Destructrice aussi en termes même humains. Parce que, vous savez, c'est terrible d'année en année, quand vous êtes traîné de plan social, et puis à chaque fois, ça va être le dernier. Et puis, c'est l'histoire de la DRDR. Non, c'est pas le dernier. Ce sentiment, en plus, que les intérêts stratégiques des uns et des autres ne correspondent pas forcément à ceux de l'emploi en France et à ceux de la France d'ailleurs, dans son ensemble. Si on pouvait sortir de cette période-là et avoir enfin une période de stabilité pour cette entreprise qui a été et qui, dans une certaine mesure, reste une très belle entreprise, ce serait formidable. Alors, j'ai parlé, il se trouve, avec des amis syndicalistes sur ce sujet. Le plan, ce projet est globalement bien accueilli. Globalement bien accueilli, même si Alcatel, si le siège d'Alcatel doit être envoyé avec toutes les inquiétudes qu'on a toujours en cas de fusion. Mais comprenez bien, c'est pas comme si c'était une entreprise entièrement française qui se portait bien et tout à coup il y avait un projet de fusion hostile avec prise de contrôle. On est dans une entreprise dans laquelle il y a déjà une fusion et dans laquelle ça fait 10 ans qu'il y a restructuration, plan de départ, incertitude stratégique, menace de délocalisation de telle ou telle ligne. Donc ce que je vous dis, c'est que la situation n'est pas idéale. Moi, je préfère quand les entreprises, elles restent françaises, à 100% françaises, et qu'elles se développent sur leur marché à l'international, mais sur leur lieu de décision et leur lieu de pouvoir, et dans la mesure du possible, l'emploi, c'est 100% la France. Moi, je préfère ça. Mais là, on est face à une entreprise dont l'histoire, c'est déjà pas ça depuis des années, et dont l'histoire est quand même vraiment dure. Alors, et je leur souhaite que ça se stabilise. Incertitude aussi. Qu'ils puissent se redévelopper et reprendre un nouveau départ. Incertitude aussi au niveau des impôts. Au cours des précédentes campagnes municipales, européennes, départementales, vous avez mis l'accent sur l'incertitude au niveau des impôts. Et il y a une actualité là-dessus, Françoise Pressos. Oui, on a appris hier que plusieurs maires de grandes villes de France allaient augmenter leurs impôts, notamment le maire de Toulouse, de près de 15%, alors qu'il s'était engagé à les baisser. Le maire UMP de Toulouse. Comment est-ce que vous expliquez ce hiatus entre les promesses de campagne et ce qui se passe après ?
il y a un vrai problème là-dessus de respect de la parole de l'État dans la durée. C'est-à-dire que très souvent, ces augmentations dont on parle, elles sont liées à des baisses de dotation. Et là-dessus, je pense qu'il faut faire la différence entre ceux qui savaient... Mais ça, vous le saviez quand vous faisiez les campagnes. Ça dépend qui, justement. Il faut faire la différence entre ceux qui savaient qu'il allait avoir une baisse de dotation de l'État. Mais tout le monde le savait, ça date même de François Fillon. Écoutez, moi je vous pose une question, parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils savaient ou ce qu'ils ne savaient pas à Toulouse, mais dans la campagne de Paris, je sais qu'on avait les documents internes de la direction des finances qui disaient en 2014, il va manquer 400 millions. Qu'on les a produits pendant la campagne. À cette époque-là, ça a assez peu intéressé le monde des médias. Il dit, non, documentaire, machin. 400 millions. On a dit que les 400 millions allaient manquer. Pendant la campagne, il n'y a pas d'augmentation d'impôt locaux, a priori. Vous allez voir ça. Pendant la campagne, Dieu, vous êtes, on va voir où vous habitez. Je vais vous faire la liste de tout ce qui a augmenté. Pendant la campagne, on nous a dit non, c'est pas vrai, il manque rien. Oui, et puis 2 mois après la campagne, la maire de Paris nouvellement élue a avoué et elle a dit oui, il manque 400 millions. Et c'est pas vrai que ça augmente pas. Il y a tout qui augmente à Paris. Oui, il y a tout qui augmente. Et de manière Toulouse, Madame. Écoutez, il se trouve que je connais mieux la situation des impôts locaux de Paris que de Toulouse. Et je ne sais pas si à Toulouse ils étaient au courant de la baisse ou pas. En tout cas, il y a un contexte où l'UMP dit qu'il faut baisser la dépense publique et il faut baisser les impôts, et dès qu'ils arrivent en responsabilité, ils augmentent les impôts. Est-ce que c'est pas un énorme problème de crédibilité pour l'UMP aujourd'hui, ce qui se passe? Comment vous faites? S'il y avait une information et qu'elle était anticipable, oui. Maintenant, moi, je vous parle de ce que je sais. À Paris, non seulement elle était anticipable, mais moi, je l'avais annoncé et je l'avais montré. Et à l'époque, j'ai pas beaucoup entendu les médias en parler, et en particulier le journal Le Monde, qui pendant la campagne a été très discret sur ces sujets. Je suis prête à reprendre les journaux de l'époque. Et a priori, pour l'instant, on n'a pas entendu parler d'augmentation d'impôts à Paris, mais il y a aussi... Attends, mais vous vivez où? À Paris. Tout a augmenté à Paris. Oui. Non, mais tout a augmenté. Certains tarifs qui ont été triplés. La campagne des municipales est terminée. Non, mais les impôts, c'est pas terminé, c'est aujourd'hui que ça se passe. On en vient. Donc on peut en parler. Les élections. Non, mais je comprends, ça peut vous déranger, mais on peut en parler. Il y a des impôts il y a des tarifs qui ont été multipliés par 3. Mais le problème, parce que M. Aziza n'a pas envie d'en parler. Mais si, c'est pas ça. C'est que l'émission doit avancer. D'accord. Doit avancer. On a d'autres sujets, notamment, on va parler des conséquences des dernières élections. Il y a eu beaucoup d'abstention. Marie-Ève Malouine. Et notamment la question de l'engagement citoyen et de l'appartenance républicaine. François Hollande avait demandé un rapport à Gérard Larcher au Sénat, à Claude Barthelone à l'Assemblée. Ils ont remis leur rapport séparément ce matin. Dans les propositions, Claude Barthelone propose de rendre le vote obligatoire. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne mesure? Moi, je suis contre. Pourquoi? Je suis contre parce que je trouve que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. L'abstention... c'est pas la faute ou le problème des gens, c'est d'abord le problème des politiques. Moi, ma bataille, c'est de faire en sorte que les gens ils aient envie d'aller voter, pas de les obliger à aller voter. Je trouve, pour entrer dans les détails, pour être plus précis, je trouve que ça pose... les impôts. C'est pas la même chose. Vous payez des impôts. Attendez, c'est pas la même chose. Vous payez des impôts pour avoir des services. Il y a des services en face. Le vote, c'est une liberté. Moi, ce que je veux, c'est vous donner envie d'exercer cette liberté. Mais je trouve, si vous voulez, que le civisme, ça se règle pas à coup de décret. C'est pas le bon outil pour répondre à ce problème-là. Et puis de la part du politique, il y a une forme de défausse qui on vous fait plus envie, on vous intéresse plus, vous voulez plus venir choisir, et donc on va vous obliger à y aller. Je ne suis pas d'accord. Je suis contre. Ça serait une faute de mettre en place le vote obligatoire. Moi, j'y suis opposée. J'y suis clairement opposée. Je m'y opposerai. Vous le qualifiez, je m'y opposerai. Autre proposition, les énarques en stage en banlieue. Faut voir précisément, si vous voulez, faut voir précisément de quoi, ce que ça veut dire. Les énarques qui font des stages un peu... Pourquoi pas? Moi, c'est une question qui s'était posée à l'école polytechnique après le service militaire. Le service militaire. Ouais, moi, j'avais fait la partie service militaire. Donc, à l'époque, c'était service militaire tous. Et puis après, il y avait un stage dit de ressources humaines qu'on pouvait faire. Moi, je l'avais fait dans l'humanitaire, mais on pouvait le faire aussi, en fait, dans des collèges, dans des lycées, dans les banlieues. Il y avait déjà ça. Et à l'époque, quand ils ont supprimé le service militaire, ils ont tout basculé en possibilité de service civique, y compris dans les banlieues. Je sais que c'est très apprécié, ça. On fait des expériences humaines formidables. Après, ah oui, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Après, vous savez, il ne faut pas croire que ces choses-là, ça nécessite beaucoup de travail et de préparation de la part de ceux qui accueillent. Donc, c'est vraiment intéressant quand c'est vraiment organisé
pour que ça le soit. Il ne faut pas que ce soit juste cosmétique, quoi. Alors, ça fait 5 mois que vous êtes en stage de direction, je ne sais pas comment on va définir ça, à l'UMP. Hein, vous êtes dans le bain de l'UMP, dans la politique journalière, un peu politicienne. Il n'y a pas d'indemnité journalière. Bref, vous êtes en plein dedans. Et puis, on va parler de ça, Frédéric Dumoulin. Oui, donc vous travaillez beaucoup sur les statuts actuellement. Oui. Oh, depuis 3 mois. Depuis 3 mois, voilà. 3 mois. Donc, déjà, plus globalement, est-ce qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy a retrouvé le leadership de l'UMP, vraiment? Ah ben, il a choisi d'endosser complètement cet habit du président du parti et d'être dans le rôle à fond. Est-ce qu'il a réussi? C'est la question. Ce qui a surpris, ah oui, je crois qu'il le fait bien, il le fait à fond. Ça a beaucoup surpris parce que c'était pas forcément son image, son rôle habituel. C'est un rôle qui nécessite de rechercher le consensus, l'accord avec les uns et les autres. Il vous a surpris? Bon, moi, je pensais qu'il le ferait à fond, en fait. Et je pense d'ailleurs que c'est le chemin pour lui. S'il veut en trouver un, c'est de le faire à fond. Mais c'est vrai que ça peut paraître inhabituel. C'est inhabituel si vous ne laissez pas le visage ordinaire de Nicolas Sarkozy auquel les Français sont Il a déjà géré habitués. le parti quand même avant. Pas de cette manière-là. Ouais. Pas dans ce souci d'une telle reconstruction. En fait, si vous voulez, ma famille politique est en reconstruction. C'est pas la même chose que d'être juste dans une phase de conquête où vous allez à une élection. Là, c'est une famille politique qui est en reconstruction dans toutes ses dimensions. Hein. Et il a pleinement réussi, donc dites-vous. Donc voilà, la primaire, c'est pour lui. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est autre chose. Du chemin pour l'année Quelqu'un qui réussit 2015, très bien, on lui dit bye bye, au revoir. C'est mieux de réussir ce qu'on fait. Non, L'année 2015. c'est pas ça la question. On n'arrive pas à vous poser des questions. D'accord, mais je vais finir avec ma réponse à la première question et je prends la vôtre après. Parti, en gros, il y a deux séquences. Il faut que vous acceptiez que ce sont 2 séquences qui viennent l'une après l'autre. Oui. L'année 2015, c'est l'année de la reconstruction. Le 30 mai, là, il y a un congrès, il va y avoir un nouveau parti politique. Ça a l'air de rien, c'est un boulot monstrueux. On va en parler de ça aussi. Ouais. Donc, l'année 2015, c'est l'année de la reconstruction. Elle se fait dans un travail interne de refondation du mouvement. Elle se fait dans des élections locales qui viennent jalonner cette période de reconstruction. Il y a eu les départementales. À la fin de l'année, il y aura les régionales. Ça, c'est l'histoire de l'année 2015. Moi, je souhaite que l'année 2015 ne soit en aucune manière celle de la primaire. Je veux dire, pas dans le débat, pas dans le média. Non, mais c'est pas prévu comme ça, sauf que vous autres, pardon, collectivement, vous passez votre temps à poser la question. Moi, chaque fois que je vais sur un média, chaque fois que je vais sur un média, on me pose la question de la primaire. Attends, vous inversez les rôles, vous avez déjà dit. À chaque fois que je vais sur un média, on me pose la question de la primaire. Mais c'est vous qui parlez. Vous avez déjà dit, je serai sans doute candidate aux primaires. J'ai jamais dit ça comme ça. Et donc, vous n'allez pas me poser la question. Je rentre pas là-dedans, Frédéric Aziza. Je trouve ça en plus tordu comme manière d'amener le sujet. Je vous dis que l'année 2015, c'est l'année d'autre chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas en tête qu'il y aura une primaire après. Bien sûr qu'il y aura une primaire après. Et d'ailleurs, en 2015, il faut commencer à préparer des choses, ne serait-ce que pour l'organisation. L'organisation doit être scrupuleuse. Et, moi, je le souhaite, pour la construction d'un dialogue avec les centristes qui permettent que la primaire soit la plus large et la plus ouverte possible. Donc, il y a bien des choses à faire en 2015 pour préparer 2016. Mais l'histoire de l'année 2015, c'est néanmoins celle de la reconstruction du parti. Et moi, depuis 3 mois, je passe mon temps à préparer la réforme des statuts. C'est mon actualité. Vous trouvez ça moins sexy, je le regrette énormément. Mais justement, est-ce que ça n'aurait pas de la gueule, entre guillemets, qu'une femme soit candidate d'abord aux primaires, ensuite à la présidentielle, et vous trouvez, au nom de l'UMP? Frédéric Aziza, que ça n'a pas de gueule que ce soit une femme qui fasse la réforme des statuts et la refondation de l'UMP? Moi, je trouve ça bien. D'abord, personne ne peut penser que vous luttiez à ça. Le nom du parti, Les Républicains, ça commence à faire polémique, débat. Est-ce que ce sera vraiment le nom du parti? Alors, c'est pas à moi de faire des annonces de ce genre-là sur un sujet qui n'a pas été tranché. Mais je suis de ceux qui militent depuis longtemps pour le changement de nom. Depuis longtemps, c'est depuis avant même l'automne. Moi, je souhaite un changement de nom. Pourquoi ? Je trouve que l'UMP, c'est un nom qui est un peu abîmé. L'UMP, c'est un nom qui a été... Par quoi ? Par 2 ans qui n'ont pas été... très favorable, très flambant pour ma famille politique. Bien sûr, il y a des affaires, mais pas que. Vous savez, il y a la guerre Copé-Fillon à l'automne, qui a été un vrai traumatisme
pour tous nos militants qui ont vécu dans leur chair ce décalage entre ce que c'est que la générosité du militant qui se donne à fond sur le terrain et le sentiment qu'il y a la guerre des chefs et que les uns et les autres sont dans une forme d'égotisme qui est insupportable. Donc attendez, moi je suis favorable à un changement de nom. Et je suis favorable aussi parce que le nom UMP, il a été construit pour coller à un acronyme. Au début, c'était Union pour une majorité présidentielle. Ça faisait un acronyme UMP et on a voulu trouver un nom qui colle. On a dit Union pour un mouvement populaire. Ouais, moi, je viens du parti gaulliste. Je trouve que, déjà, le mot parti, j'aime pas ça, mais l'idée qu'il y ait un nom qui dise qu'en fait, le parti et l'objectif du parti lui-même, Union pour un mouvement populaire. Ça veut dire que le parti est l'objectif du parti. Moi, j'ai toujours trouvé que ce nom était un peu curieux. Les Républicains, c'est un nom qui peut correspondre à ce que vous voulez ou pas? Si on peut en changer. Je souhaite un nom qui ait du sens. Et je trouve que tout ce qui tourne autour du mot République est Mais la République, elle n'est pas à vous, la bien. République. Elle n'est pas à vous. Alors, je vais vous dire, Frédéric de Moulin, on choisit de dire qui on est. Après, ceux qui veulent et ceux qui sentent s'y retrouver sont les bienvenus. On ne va pas nous reprocher de vouloir nous ouvrir. Et puis, s'il y en a qui sont heurtés, moi, je vais vous dire, ça me heurte quand la gauche explique qu'elle est progressiste. Je trouve qu'aujourd'hui, la gauche, elle est conservatrice. Moi, ça me heurte. Moi, j'ai le sentiment d'être progressiste et que la gauche l'est pas. C'est pas son nom, progressiste. Ouais, alors que là, les Républicains... Il y a des revendications dans les noms des uns ou des autres. Vous entendez par exemple Christian Paul qui dit ce matin, voilà, c'est de la captation d'héritage. L'UMP prend le nom républicain, alors que nous, au Parti socialiste, on est également un parti républicain qui est à gauche. Donc voilà, pourquoi ne pas dire un parti républicain ou un mouvement républicain? Mais en quoi vous êtes les républicains? Vous êtes des républicains. Mais attendez, vous avez à travers l'histoire, je peux vous faire l'histoire des noms politiques, des gens qui vous diront qu'ils ont été... se nommer soi-même, c'est pas agresser les autres. Si nous disons certaine exclusive, dire non, ça ne crée pas une exclusive. Je suis pas. Les autres ne le sont pas. Je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens veulent se sentir agressés que certains revendiquent les valeurs de la République? Mais enfin, on est où? Ils voudraient les privatiser? Moi, je privatise pas. Je leur demande pas l'exclusivité. Alors, c'est précisé comme les radicaux. Il y a les radicaux de gauche, par exemple. Ça pourrait être les républicains de droite. Ça vous choquerait? Bah oui, parce que moi, je viens du mouvement gaulliste et je trouve que les mouvements ont vocation à passer. Je suis sûre. Vous avez un mouvement? Attendez, je suis sûre. La France droite. Je suis sûre. Ah oui, donc c'est droite. La France droite et avec tout le jeu de mots, avec tout le jeu de mots sur le mot droite. Attendez, attendez, c'est nous qui posons la question. Je suis sûre qu'il y en a dans ma famille politique qui seraient pas contre qu'on précise que c'est la droite, les républicains de droite. Moi, personnellement, je vous dis, je suis plutôt dans la filiation gaulliste à cet égard. Et je m'inscris dans cette idée d'abord qu'on préfère les mouvements aux partis et qu'on préfère les valeurs qui peuvent transcender mais est-ce que vous êtes certaine la classe politique. Mais bon, c'est une sensibilité personnelle. Je vous confirme que dans ma famille politique, il y en a qui trouveraient que vous avez probablement raison. Est-ce que vous êtes certaine que le nom qui sera choisi, ce sera les Républicains? Mais j'ai rien à vous confirmer sur le sujet, je vous l'ai déjà dit, donc je vous le redis maintenant. Non, mais vous dites, oui, on n'a pas à nous reprocher de choisir tel ou tel nom. Enfin, vous imaginez si par exemple Marine Le Pen changeait le nom du Front National et s'appelait les Républicains, mais qu'est-ce que vous diriez? Bah attendez, en gardant le mot national, la nation c'est tout le monde. Oui. Vous êtes pas national, vous? Mais on est ça vous heurte pas qui se déclare national et pas vous? Mais il y a d'autres partis qui ont national dans leur nom. Et ben voilà. Donc, voilà, vous venez de répondre à la question. Il nous reste vous venez de répondre à la question. Je voulais faire une remarque. Oui. Moi, je travaille depuis 3 mois sur la refondation en profondeur de ma famille politique pour qu'elle soit plus démocratique, notamment. Et là, vous ne me posez de questions que sur le nom. Le nom, c'est important. Voilà. Le nom, ça parachève une transformation. L'identité, c'est ce qui est le plus important quand même. C'est au moins 1,5 million d'adhérents d'après le souhait de Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que vous faites venir autant de monde, sachant qu'il y a toujours des problèmes de cotisation, de paiement de cotisation et d'ouverture? On transforme la famille politique pour qu'elle puisse être à la hauteur de ses responsabilités selon 3 axes. Plus de démocratie, ça correspond à une vraie demande. Plus de démocratie, plus de décentralisation, donc plus de mise en responsabilité de nos cadres, parce qu'on prône toujours la responsabilité au niveau national dans nos valeurs, mais il s'agit encore d'abord de la mettre en action dans le parti, et puis plus de modernité, notamment en utilisant mieux les outils numériques, en tenant compte aussi du fait qu'il y a aujourd'hui des gens qui militent d'abord de manière numérique et en leur faisant une place. Je peux vous donner des exemples très concrets. Est-ce qu'il y aura des cotisations variables? Alors, je peux vous donner des exemples très concrets. Il y a la réflexion sur la création d'un statut du e-militant. Donc en effet, il y aura une cotisation différente. Mais ce n'est pas seulement une question de sous, ce n'est pas seulement une question de savoir si on va payer moins cher ou pas. C'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui militent en ligne, qui ne vont pas pousser la porte d'une permanence, qui ne vont pas forcément avoir envie d'aller distribuer des tracts sur un marché. Ce n'est pas la manière dont tu vois ça. Mais ils sont quand même engagés
derrière un certain nombre d'idées et de convictions. Leur faire une place et un statut pour eux, c'est une façon de trouver la place à la modernité. Deuxième exemple, on va élire au suffrage universel le président de la fédération. Aujourd'hui, c'est élu au suffrage indirect. Ça, c'est plus de démocratie, mais c'est aussi plus de décentralisation, parce que le président de la fédération élu au suffrage universel des militants, il aura forcément une légitimité, vous voyez, plus solide. Donc c'est à la fois de la démocratie et de la décentralisation. Il aura intérêt aussi à faire plein d'adhésions, donc des adhésions parfois un peu factices. Bon, d'accord. Je pense que c'est qu'une adhésion factice, d'autant plus qu'on interdira les procurations dans l'élection, et ça j'y tiens beaucoup, pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. Deux questions, Marie-Emma Louine. Le scrutin législatif, est-ce qu'il faut le revoir avec une proportionnelle, avec prime majoritaire, comme pour c'est votre allié qui le dit. C'est Jean-Christophe Lagarde, à l'UDI, qui propose ça. C'est un débat sans fin. Moi, mais la réponse au débat. Alors, moi, je suis favorable à deux choses. D'abord, je trouve qu'il faudra vraiment un jour reconsidérer le nombre de parlementaires, ce qui amènera à se poser des questions. Ouais, le réduire et avoir des vrais moyens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a à la fois beaucoup d'élus et finalement relativement peu de moyens, y compris de moyens politiques. Après, vous savez comme moi, il y a la question de la durée. Oui, c'est faisable si on fait très vite. La deuxième chose, c'est quel que soit le mode de scrutin, une dose proportionnelle, pourquoi pas, par le passé on avait milité pour ça, mais quel que soit le mode de scrutin, moi je suis attachée à ce que le fait majoritaire soit garanti. C'est-à-dire pas l'intégrale, pour être clair. Je suis attachée au fait majoritaire qui est au fondement de la Ve République. Il y a ceux qui sont pour une dose proportionnelle à la marge. Bon, on peut en discuter, mais pas le fait majoritaire, pas la mise en cause du fait majoritaire qui nous fait retomber dans la 4e République et dans le régime des partis. Que non cumul ou pas, une question, Nicolas Sarkozy, on nous dit qu'il serait pour rétablir la possibilité de cumul pour 2017. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous souhaitez qu'en 2017, les parlementaires puissent cumuler notamment... Non, pour 2017, on nous dit qu'il pourrait faire voter une loi au moment des législatives s'il est élu. Écoutez, pour Nicolas Sarkozy, c'est vraiment une question que vous devez... Moi, j'ai pas... Vous souhaitez ou pas ? Je ne suis pas mandatée pour faire des annonces sur ce sujet. Moi, je suis pas tellement favorable à la remise en cause de la loi sur le non-cumul. Pour être très clair, je suis absolument favorable au non-cumul pour les grands mandats. Je l'avais dit, par exemple, moi, si j'avais été maire de Paris, j'aurais démissionné de mon mandat de député. Je trouve que pour les grandes villes, pour les grands mandats, il faut le non-cumul. Je trouve que la question peut se poser pour les communes de plus petite taille, parce que c'est vrai que sinon, à un moment, on se retrouve avec des parlementaires qui peuvent être complètement déconnectés. Il peut manquer un lien entre les territoires et le Parlement. Donc je trouve que la question peut se poser pour les communes de taille plus modeste. Maintenant, on en vient au lien justement au sein de la famille Le Pen entre le père et la fille, Frédéric Dumoulin. Est-ce qu'on a assisté vraiment à une révolution ces derniers jours au sein du Front National ? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ? On a assisté à une confirmation, pas une révolution. C'est-à-dire que Marine Le Pen essaye depuis des années maintenant de faire enfiler une tenue de camouflage au Front National, avec parfois un certain succès, salué par la presse. Et puis là, la tenue de camouflage, brusquement, elle s'est déchirée et on a vu réapparaître ce qu'on avait vu d'ailleurs à l'occasion de la campagne départementale, mais de manière plus discrète. On a vu réapparaître... vous savez, ces candidats dont on avait découvert, qui disaient ceci, on a vu réapparaître ce qui est la vraie nature, l'histoire, et aujourd'hui la réalité du Front National. Du père Le Pen, est-ce que c'est pas la fin du cycle du père Le Pen et de la rénovation ? Il y a deux choses différentes. Il y a le père Le Pen, comme vous l'appelez, Jean-Marie Le Pen, qui a son âge, on a l'âge de ses artères, mais il y a aussi la réalité de ce qu'est le Front National. Moi, je pense... J'ai écrit un livre pour le dire, que le Front National n'a pas profondément changé de nature, qu'on change la vitrine, mais qu'on ne change pas l'arrière-boutique. Et évidemment, lui, à un moment, il partira, à un moment, ce sera fini. Mais la vraie nature du Front National, elle est malgré tout là, elle est dans son histoire. Je vais être plus précise que ça. Personne n'est assigné à résidence politique. Si Marine Le Pen était vraiment sincère, si elle avait voulu vraiment changer, si elle avait voulu vraiment faire autre chose, si elle avait voulu rompre avec cette histoire, qui est l'histoire de l'extrême droite, elle pouvait créer un autre parti, elle pouvait s'inscrire dans un parti existant, elle pouvait créer un autre parti. Mais c'est pas changer de nom, elle pouvait créer un autre parti, elle pouvait rompre avec cette histoire, qui est l'histoire de l'extrême droite française. Elle n'a pas choisi de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle essaye de jouer sur les deux tableaux, elle essaye de garder cet héritage. C'est une héritière, elle a hérité d'un parti politique. Elle n'a pas honte, elle. Elle essaye de garder cet héritage.
Comment ça? Elle a un nom dont elle n'a pas honte. Le Front National, c'est une marque par rapport à l'UMP. Visiblement, à l'UMP, vous en avez honte de ce nom. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je suis dans un parti politique qui a changé de nom quasiment tous les 10 ans. C'est une histoire de ma famille politique. Tant le général de Gaulle, on changeait de nom aussi tous les 10 ans. Pas une question de honte. Je trouve que le nom UMP ne dit pas aujourd'hui bien ce qu'on a envie de dire. Quel est le plus grand danger pour vous? Mais c'est pas seulement une question de nom. Attendez, non, mais je reviens là-dessus parce que c'est choquant ce que vous dites. C'est pas seulement une question de nom. C'est l'histoire du Front National. C'est les origines du Front National. C'est un parti d'extrême droite. Si elle avait voulu rompre avec cette histoire politique, elle pouvait rompre avec cette histoire politique. Encore une fois, nul n'est assigné à résidence politique. Alors, elle a choisi de ne pas le faire pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Et il nous revient, enfin moi il me revient, je le dis, je trouve, de dénoncer ça. Le parti d'extrême droite, vous dites, plus grand ennemi en 2017, c'est qui? Le PS ou le Front National? Parti d'extrême droite, comme vous dites. Je l'ai écrit, moi je dis les uns sont mes adversaires et les autres sont mes ennemis. Je ne change pas d'avis parce que c'est la présidentielle ou la législative ou la... Je conteste d'ailleurs qu'il faille... Enfin, je trouve que cette idée qu'il faudrait avoir des règles différentes, des principes différents selon les élections est douteuse. Le ninisme, quand on est dans l'ordre du principe, et vous êtes minoritaire. J'ai dit le contraire, il y a des adversaires et des ennemis. Les adversaires, c'est le PS, les ennemis, c'est vous êtes donc minoritaire là-dessus dans votre parti? Écoutez, le parti, on ne l'a jamais fait voter. On a fait voter le bureau politique. Donc il faut un vote des militants là-dessus. La synthèse du OPS, elle vous inspire quoi dans la perspective du Congrès? Alors écoutez, franchement, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas spécialisés, qui peuvent comprendre. Enfin, n'étant pas spécialisés du Parti Socialiste, moi je ne comprends pas comment on réussit à faire une motion. Donc Martine Aubry, depuis 2 ans, explique que c'est la catastrophe, que la politique menée par Hollande, c'est pas ce qu'il faut, etc. Et puis finalement, elle se rallie en expliquant que c'est pour des raisons de fond dont on n'a pas compris lesquelles elles étaient, puisque quand même depuis 2 ans, elle nous explique que c'est pour des raisons de fond qu'elle n'est pas d'accord. Et de l'autre côté, d'ailleurs, de ce que j'ai compris, c'est vous avez la droite du PS qui s'est ralliée aussi à la même motion. C'est un peu ce que vous faites avec Laurent Wauquiez, hein? Comment? Ce que vous faites avec Laurent Wauquiez. Ah non, moi j'ai des débats de fond que j'assume complètement. Si vous voulez, je suis dans une direction qui est multiple, mais les débats de fond, je les esquive pas, hein, ils sont connus. Quand j'ai un désaccord, je le dis, en général, vous l'entendez assez vite. Monsieur Cambadélis a le même talent que Nicolas Sarkozy pour rassembler, ce qui n'est pas forcément... Alors, j'aurais pas dit ça comme ça, mais... Dernière question. Radio France, ça vous inspire quoi? Il faut changer la loi. Vous restez fidèle aux antennes de Radio France. Est-ce que vous écoutez la musique? Écoutez, alors d'abord, moi, je reste fidèle aux antennes de Radio France et je suis une perpétuelle déçue du moment où j'allume mon poste et où il y a une musique qui, en plus... Alors, la programmation musicale en remplacement est pas toujours top. Oui, merci de le souligner. Donc, si c'est normal, c'est pas une scène musicale. Vous ferez partie des auditeurs. Et je ferai partie des auditeurs. En revanche, je peux 2 minutes sur Radio France. 2 minutes, 30 secondes, on doit rendre l'antenne. J'ai absolument pas compris quelle était la stratégie de la ministre de la Culture pour gérer ça. D'abord, ne s'impliquait pas. Ensuite, s'impliquant à fond, se mêlant de tout, pour finalement ne trouver absolument aucune solution. Je trouve qu'il y a quand même un petit problème, c'est que Radio France s'est financé par la redevance. Et alors, dans le privé, déjà, ça ne serait jamais passé comme ça. Il y aurait eu remboursement, mais même à la RATP, quand pendant 1 mois, il y a la grève, on vous rembourse. Ça veut dire quoi? Il aurait fallu faire un service minimum ou quelque chose? Au moins, enfin, je trouve que c'est pas bien qu'il n'y ait pas eu un geste, un message. Moi, je serais fidèle, si vous voulez, mais je trouve ça parce que c'est notre radio, c'est un patrimoine national. Mais je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu au moins un petit geste ou un mot, quoi, qu'on leur ait parlé aux auditeurs, qu'on leur ait dit quelque chose, autre chose que le message ordinaire dû en raison d'un mouvement de grève, machin, de nos personnels. Et puis dernière chose, alors j'espère que le président du CSA va avoir plus de discernement au moment de faire des choix pour France Télévisions. Pourquoi c'était pas un bon choix? Le galet, c'est mauvais. Écoutez, manifestement, on est en tout cas dans une situation dans laquelle, là, les grévistes, ils s'adressent à 2 personnes différentes. Ils s'adressent au directeur, enfin au président, et ils s'adressent à la ministre. Vous trouvez que c'est bien? Ça veut dire qu'il y a des grévistes qui jouent sur 2 tableaux. Ça fait, je crois, 3 fois que le président propose à la ministre un plan qu'elle retoque. C'est un jeu à 3. Les jeux à 3, c'est pas les bons moyens. Moi, je me mêle pas de ce qui se passe dans leurs négociations. On n'a pas tous les éléments. Ce que je veux, c'est qu'on n'ait pas les mêmes problèmes pour France Télé et qu'on ait finalement un choix qui soit un vrai manager, quelqu'un qui puisse véritablement tenir la boutique, qui le fasse sans trop d'interférence, et même sans interférence, si c'est possible, de l'exécutif, et au passage, une nomination qui se fasse sans arrière-pensée politique, si c'est possible. C'est encore mieux. Le droit de galet, vous êtes gonflé quand même là. Je vous parle de France Télé. Ah. C'est la fin de Questions d'Info. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.